une joie de vivre pleinement. Chaque instant était une célébration, une danse effrénée, au rythme des rires et des rêves. Comme nous, vous aviez l'insouciance. Les soucis s'évanouissaient comme des nuages au soleil, laissant place à des journées infinies d'aventures et de découvertes. Comme nous, vous aviez l'amitié, des liens tissés dans la tendresse et la complicité, des promesses murmurées et des secrets partagés. Comme nous, vous aviez l'amusement. Chaque moment était une occasion de s'émerveiller, de jouer, de créer des souvenirs qui brilleraient à jamais dans vos cœurs. Comme nous, vous aviez l'insouciance. Le monde semblait à vous vaste et accueillant, prêt à être exploré sans crainte ni hésitation. Chaque jour était une page blanche, prête à être remplie de couleurs vives et de rires éclatants. Un chapitre d'une histoire que vous écriviez ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Mais un jour, alors que la paix semblait éternelle, le ciel s'est assombri. Soudainement, le grondement et l'écho de la guerre se sont fait entendre et ont remplacé les murmures, les rêves et les rires. La douceur s'est mue en angoisse, emportant avec elle les souvenirs d'un temps désormais révolu. Ce jour-là, les cris de guerre ont remplacé les cris de joie et la lumière s'est douloureusement éteinte dans l'ombre de la violence. Alors qu'autrefois régnaient l'amour et l'amitié dans les cœurs sereins, se sont installés la méfiance et les regards durs comme la pierre. Так, того дня ілюзії були розбиті вщент, і душі були забрані вихором війни. Війни, яка взяла вгору і залишила по собі незгладимі шрами з надією і обіцянкою мирного завтра, як і зараз світиться в кожному оку. Як і ви, ми знали це життя до війни, як і багато чоловіків, жінок і дітей до конфліктів, що роздирають світ на шматки. Ми теж знали смак миру, радості та безтурботного духу життя. Tu peux y aller? Ah oui, là c'est bien. Voilà, regarde en l'air. Où c'est vous? Regarde en l'air. Et là, tu peux enlever le sac qui est là-bas, s'il te plaît. C'est vrai, j'ai la tête qui tourne là. Vas-y. Vas-y, regarde en l'air. Souris. Ouais, c'est alors fais-le en gardant les bras. C'est pas grave pour tes cheveux. Mais j'ai la tête. Dans l'autre sens maintenant. Si tu veux, j'ai la tête.
Non mais c'est bien les cheveux dans le vent, vas-y. Mets la tête en arrière comme ça, mets ta tête en arrière. Voilà, lève les bras. Mets la tête en arrière. Mais madame, je sais pas comment faire, moi je dois faire quoi en fait, parce que je comprends pas trop. Je sais pas ce que tu devais faire comme... Je suis pas autonome, je fais une petite pause. Aussi des vidéos. Oui, vidéo. Tiens. Vidéo. Il est en mode vidéo. Faut pas qu'on voit les mains, sinon on va voir qu'il a rien dans les mains. Voilà, et puis Est-ce que t'as un clean langue encore plus? Vous riez. Eh, vous riez pas de madame bon, hein? Ça ouais, c'est bien Léo. Tu peux y aller. C'est parti, comme vous voulez. Ouais. Regardez, je barre, je me mets au milieu comme ça. Et c'est trop chiant. Et elles sont trop chiantes là-bas derrière. Mais tout le monde. Elles se décalent en plus là. C'est chiant. Oui, mais c'est ça, c'est bon. Oui, C'était parfait, vous allez le refaire, mais ne regardez surtout pas la caméra, d'accord? Sinon vous pouvez regarder la caméra, d'accord? Même discrètement, faut pas le faire, d'accord? Alors vous êtes à fond, vous oubliez la caméra, mais c'est parfait. La fermer? Parce que celle-là, on l'a. Ah oui, d'accord, faut pas que tu te la prennes. Ok. Parce que l'autre, elle est dure à ouvrir. Ok. Tu la laisses comme ça, et quand tu pars, tu pousses. Ouais, ok. c'est pas une photo, c'est Ok, une vidéo. penchez encore votre tête. Attendez. Non, mais Sarah! Mais c'est moi les aura de face. J'ai commencé. Il faut travailler derrière. Fais comme si de rien n'était. Mais Claudia, on ne voit pas, hein. Tu peux t'appuyer sur le. Ah, c'est une vidéo? Oui, c'est toujours une vidéo. Mais on doit faire quoi? Vous regardez par là, vous vous parlez. Hey, Ah, on va se parler. Coucou Eline. Salut, ça va les vacances? alors du coup, tu peux faire ça. J'appuie la caméra. J'adore. On va essayer quelque chose. Clara, tu peux allumer le. Tu veux te mettre derrière elle. Est-ce qu'on voit derrière ou pas? Attends, avec ta main, c'est là. Attends, le zoom, il est aussi sur l'action. Alors, alors, on va recommencer. Mais Bonjour Monsieur Guerne. Eh ben, bonjour. Merci de nous accueillir et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous rappelons que vous êtes le fondateur de la Fondation d'hier basée à Tavannes et vous êtes ingénieur spécialisé dans la neutralisation d'explosifs. Oui, alors j'ai fondé, c'était il y a 27 ans, ce qui est devenu la Fondation d'hier, entre deux. Donc en fait, j'étais jeune ingénieur à l'époque. Voilà, je suis ingénieur en électronique. J'ai eu l'opportunité de travailler à l'EPFL dans un projet destiné au développement des mines détection des mines antipersonnelles. Et puis, suite à ce projet de 2 ans, je suis retourné travailler dans l'industrie. Et c'est là qu'un des mineurs que j'avais rencontré à cette époque, donc pendant l'époque de l'EPFL, est revenu vers moi et m'a fait part en fait de ses besoins sur le terrain, des besoins techniques, technologiques. Et voilà, il me disait, mais voilà, en tant qu'ingénieur, est-ce que tu pourrais me développer en fait des outils novateurs dont on a besoin? Donc pour moi, ça a été extraordinaire. Je rêvais d'avoir
de pouvoir faire quelque chose qui ait du sens dans ma vie professionnelle. Donc je suis passionné en tant qu'ingénieur, mais en plus pouvoir utiliser cette passion pour faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui peut peut-être améliorer la vie d'autres personnes, pour moi c'est tout ce dont je rêvais à l'époque. Et ça a été un déclic extraordinaire. Donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure et je ne me doutais pas du tout où c'est que ça allait me mener. Alors, notre première question, c'est quelle surface le digger peut-il déminer pendant la durée de sa mise en marche? Alors, une machine de déminage, elle va déminer, elle va participer au déminage, mais en tant que telle, elle ne fait pas du déminage complet. C'est-à-dire qu'elle participe au processus de déminage. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, une machine telle les diggers des 250 que nous fabriquons vont travailler le sol, donc détruire une grande partie des mines, et ensuite le terrain va être encore vérifié par les démineurs. Donc c'est un ensemble. On ne peut pas vraiment dire que la machine démine quelque chose complètement, parce qu'en fait ça dépendra beaucoup des ressources qui sont mises derrière la machine. Si les démineurs ne mettent pas assez de personnel pour suivre le travail de la machine, eh ben en fait on aura des rendements très bas. Mais en fait, de manière générale, une machine de déminage va pouvoir traiter quelque chose, on dit à peu près 1 hectare, un terrain de football par jour. Alors qu'un démineur à la main, alors lui il va faire tout le travail, il ne fera que 5 mètres carrés par jour à peu près. Donc on a des rapports énormes, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de gens derrière une machine pour suivre tellement elles sont efficaces, quoi. Donc les projets qu'on a montés généralement, on traite à peu près un demi-million de mètres carrés par année. On peut faire plus, dans certains cas on arrive au million de mètres carrés par année. Et donc ça représente des surfaces importantes, des surfaces qui peuvent être ensuite libérées pour faire de la nourriture. On peut déminer des accès à des écoles pour permettre à des gens de retourner à l'école. Donc voilà, les surfaces sont importantes, très importantes. Les machines ont un immense potentiel, mais par contre, il faut que ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les surfaces qui ont été déminées. Et ça, c'est tout l'impact en fait humanitaire de ces projets. Donc il y a vraiment tout un travail en collaboration avec les démineurs. Les machines ne font pas tout seul. On a vraiment besoin des démineurs pour compléter tout ça. Mais c'est ça notre travail, c'est ça notre boulot, de mettre en route toutes ces relations, tous ces projets. Ok, du coup, combien de démineurs faudrait-il pour achever le même travail? Alors là, généralement, on a une machine qui est engagée et puis on a une dizaine de démineurs derrière qui font ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça le follow-up, c'est-à-dire le contrôle derrière la machine. Et ça peut faire d'une dizaine à une centaine de démineurs. Ça dépend vraiment du type de terrain, quoi. Mais généralement, on a des équipes d'une dizaine derrière. Il ne faut pas oublier que les machines sont vraiment très performantes, mais elles facilitent aussi énormément le travail de déminage derrière. Un petit chiffre très intéressant que j'ai beaucoup rappelé, les machines vont détruire à peu près 98% des mines. Malheureusement pas 100%, ça on n'y arrive pas. Mais les 2% qui restent, en fait, correspondent au fait que pour les démineurs qui vont devoir faire un contrôle derrière, eh ben, on aura réduit d'un facteur 50, donc 50 fois moins de risques pour faire leur travail que si la machine n'avait pas fait son travail. Donc actuellement, en 27 ans, on n'a jamais eu d'accident derrière une de nos machines. Ok, merci. Et du coup, nous avons appris qu'il y a 1 an, la surface minée de l'Ukraine était plus ou moins égale à 4 fois la superficie de la Suisse. Et du coup, est-ce que la situation elle a évolué depuis? Alors, les surfaces se réduisent. La chose est encore un peu compliquée. On est encore dans le conflit, donc les surfaces évoluent. Parfois, il y a des zones déminées qui ont été reminées, malheureusement. Ça, c'est la guerre, hein, c'est la bêtise de la guerre. Et puis ensuite, voilà, on a déminé des zones et on a découvert d'autres zones qui étaient minées. Donc, ce qu'il faut savoir, que le travail de déminage, c'est... Malheureusement, dans les conflits, on ne vous dit pas là il y a un champ de mine. Donc généralement, on ne sait pas où ils sont ces champs de mine. Donc en fait, il y a tout ce qu'on appelle un travail d'enquête. Un travail d'enquête qui va permettre de découvrir, ah là, on ne s'y attendait pas, mais il y a un champ de mine. Donc en même temps qu'on a déminé des zones, on a retrouvé d'autres champs de mine qu'on n'avait pas perçus à ce moment-là. Donc on va dans le bon sens. Actuellement, les chiffres sont positifs, c'est-à-dire on réduit les zones minées, mais il y a encore des champs de mines qui apparaissent, soit parce qu'on les découvre que maintenant, soit parce qu'ils ont été minés entre deux. Mais ça va dans le bon sens. Ok, merci.
Est-il vrai que vous étiez les petits chimistes explosifs de votre quartier? Oui. J'ai eu mon premier accident à l'âge de 6 ans, j'ai perdu l'œil gauche. Et très rapidement, j'ai fait péter beaucoup de choses, absolument. Donc j'étais vraiment passionné par tout ce qui explosait et les armes de manière générale en tant qu'enfant. J'aime beaucoup raconter l'anecdote où, à l'âge de 12-13 ans, on faisait du camping sauvage. Alors moi, je vivais beaucoup à la forêt pendant les vacances avec des amis. On plaçait nos tentes, on dormait là pendant 1-2 semaines. Et puis on avait des bandes rivales, et puis pour se protéger des bandes rivales, on posait des mines autour de notre tente, comme tout le monde fait, hein, c'est normal, dans les campings, tout le monde fait ça. Donc en fait, j'aime beaucoup dire que les premières mines auxquelles j'ai été confronté, c'est celles que je fabriquais. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer la Fondation d'Iguer? Beaucoup de concours de circonstances, comme on dit, hein, beaucoup de choses qui arrivent alors qu'on ne les avait pas prévues. Mais le plus important, l'étincelle de base, il y a, on peut dire 2 étincelles, c'est passion pour la technique. Donc je ne pouvais pas faire un autre métier que le métier d'ingénieur, ce n'était pas possible. J'étais programmé pour ça. Et le deuxième élément, c'était vraiment ce souhait, cette volonté au plus profond de moi de faire quelque chose d'utile. Voilà, travailler pour d'autres choses, ça peut être intéressant, mais cette prise de conscience des souffrances, et de vouloir en fait enlever les souffrances autour de moi. Et comme j'aimais beaucoup ce qui explosait, ça a été un petit peu, on va dire, le liant voilà, qui a permis de tout mettre ça en place. Donc le jour où j'entends parler d'une problématique qu'on appelle le déminage, ça fait tilt parce que ça explose. Je vois que dans le déminage, ils ont peu de ressources techniques faites pour eux. Donc, il y a beaucoup de ressources pour fabriquer des bombes, des mines, des armes, mais peu pour déminer. Donc, je me suis dit, tiens, en tant qu'ingénieur, je pourrais peut-être apporter quelque chose. Et ben voilà, ça c'était clairement un projet qui pouvait enlever les souffrances. Donc, ces 3 paramètres ont fait qu'un jour, j'ai eu ce déclic. Et je me suis lancé dans une aventure complètement folle que seuls les jeunes comme vous peuvent comprendre, parce que quand on devient vieux, on ne comprend plus ces choses. Hein. Il ne faut pas écouter ce que les profs disent, commencez par ce qu'ils sont bien. Mais les personnes âgées souvent voient que les problèmes, et puis les jeunes on voit que les solutions. Alors gardez ça, dites-vous que c'est possible de faire des choses folles dans vos vies, et puis on en ramasse plein la figure, j'ose pas dire d'autres mots, parce qu'on n'ose pas dire des gros mots comme gueule ou comme ça se dit pas dans la caméra. Mais on s'en ramasse souvent plein la figure, mais ça vaut la peine d'être un peu fou dans la vie. Quel est votre prochain projet? Alors, on en a plusieurs, donc on est beaucoup orienté sur l'Ukraine en ce moment, bien sûr, parce que la demande elle est très importante. On a ce projet Solidarité École sur lequel je travaille très fortement pour amener quelque chose qui vaille la peine. Et puis, malheureusement, actuellement, avec l'Ukraine, avec tous les problèmes politiques qu'on voit un peu partout sur la planète, il y a beaucoup les fonds, donc l'aide humanitaire a subi des coupes très importantes, et beaucoup de projets humanitaires sont annulés actuellement. Et le déminage en fait partie. Et donc, nous, on essaye aussi de relancer des projets, notamment en Afrique. On a 2-3 projets qu'on aimerait relancer. Alors, je dirais, un des principaux, c'est le Sénégal. On a un projet au Sénégal. J'ai un collègue qui est en ce moment en Angola. Et donc là, il est sur un projet existant. Mais on essaye de voir pour en lancer un 2e projet sur place. Voilà, j'ai un projet que j'aimerais lancer au Soudan aussi. Donc, on a plusieurs projets. Et le Kosovo aussi, donc ça c'est pas l'Afrique. Et donc voilà, ça c'est les 4 projets sur lesquels je travaille en ce moment. Donc c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'argent. Quel a été le moment le plus gratifiant depuis la création de la Fondation d'Iguer? J'ai un moment unique, ça c'était un truc fou. C'est vraiment une anecdote qui m'a beaucoup marqué. Il faut imaginer l'Iguer a commencé, moi j'ai ce démineur qui me demande de fabriquer une machine de déminage. On se lance avec une bande de jeunes, donc vraiment, je ne sais pas votre âge, mais le plus jeune de notre équipe avait 14 ans, donc je pense que ça ne doit être pas loin de vous concerner, quoi. Donc imaginez, donc c'était vraiment une équipe de gamins, quoi. Voilà. Et on a bossé pendant des années, complètement bénévolement, ceux qui avaient un travail à côté, donc on faisait des journées de 15 heures de travail à peu près.
Donc on travaillait le week-end, on bossait la nuit forcément. Donc ça a duré des années pour construire la première machine. Rapidement, le DDML nous a demandé une deuxième machine. Et pendant 7 ans, en fait, on a travaillé comme ça. On n'était pas payé, pas payé du tout. Et épuisé, on a eu beaucoup de défis à résoudre. Mais au-delà d'avoir fabriqué une machine, rien, parce que nos machines n'avaient encore rien vraiment fait sur le terrain. Et un jour, je participe à une conférence, c'était une conférence d'un Rotary Club, voilà, ce qu'on appelle des clubs services, près de Lausanne, et je reçois tout à coup un SMS, et c'est un collègue qui était au Soudan, qui m'écrit, donc qui travaillait avec une de nos machines, il me dit, voilà, Frédéric, on vient de détruire la première mine, on vient d'avoir la première explosion d'une vraie mine avec la machine. On a potentiellement, au bout de ça faisait 7 ans qu'on travaillait comme des fous, et au bout de 7 ans, potentiellement, on avait sauvé la première vie. Et pour moi, ça a été quelque chose, la plus belle des récompenses. Ce SMS, j'aurais dû l'imprimer à l'époque, on n'avait pas encore tout ce qu'on avait maintenant, mais et pour moi, ça a été, j'ai failli crier au milieu de tous ces gens à cravate, tellement j'étais enthousiaste. Et extraordinaire, ça c'est la plus belle anecdote, enfin là, une des plus fortes anecdotes. Merci beaucoup. Que peuvent faire les gens pour aider Diguer dans ses projets? La Fondation Diguer est le seul fabricant de machines de déminage humanitaire au monde qui ne le fait pas de manière commerciale. Ça veut dire qu'on ne fait pas pour l'argent. Alors, la Fondation Diguer est ce qu'on appelle une fondation reconnue d'utilité publique. Ça veut dire que, voilà, on fabrique des machines, on doit payer des salaires pour développer les machines, pour les souder, pour les fabriquer. On va les vendre, ces machines, dans des projets, mais souvent il n'y a pas d'argent, donc c'est à nous de trouver l'argent pour tout ça. Mais en fait, on ne vient pas riche, quoi. Moi, j'ai pas une grosse voiture, Ferrari, route cachée. Donc, derrière nous, on n'a pas des entrepreneurs qui veulent faire de l'argent, qui nous soutiennent. En fait, c'est que des gens qui nous soutiennent. On a des milliers de personnes, des privés, qui disent Diguer, ce que fait Diguer, c'est chouette, hein, alors on va les soutenir. Et ils nous donnent 20 francs, 50 francs, 100 francs, des fois on a des trucs un peu plus gros. Et puis c'est ça qui paye nos salaires. Donc en fait, sans ça, Diguer n'existe plus. Si on n'a pas les donateurs, Diguer n'existe plus. Et ça, c'est un modèle qui est inhabituel. Hein. Une entreprise qui fabrique des montres, eh ben, elle va vendre ses montres, et puis c'est ses montres, elle va gagner de l'argent avec ça. Donc nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ouais. C'est un style humanitaire. L'idée, c'était de ne pas profiter en fait, des victimes. Et puis, dans ce contexte, ce que les gens peuvent faire, c'est nous soutenir. Donc, je dirais aux gens, soyez convaincus, venez voir, visitez notre expo ici, et puis découvrez ce qu'on fait. Venez nous rencontrer, et après, vous verrez si ça vaut la peine de nous soutenir. Donc là, c'est ça, en fait, ce que je peux dire aux gens. Et puis, soutenez ces jeunes qui font cette action Solidarité École. Absolument. Ces jeunes sont incroyables, c'est notre avenir. Moi, je suis trop fier d'eux. Et puis, soutenez leur travail, allez sur le site Solidarité École. Et puis, montrer que vous considérez leur travail, quoi. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes ingénieurs qui veulent se lancer dans un projet humanitaire? Alors, c'est vraiment un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, soyez fous. Soyez fous, quoi. Moi, je trouve que ce qui me fait plaisir, c'est que je rencontre de plus en plus de jeunes qui souhaitent, ingénieurs ou autres, hein, mais qui souhaitent que leur travail serve à quelque chose. On a eu une époque où les gens ne voulaient plus faire de métiers trop pratiques, ils voulaient faire des métiers où on gagne de l'argent, assureur, ou j'en sais rien quoi, banquier. Ce pas des mauvais métiers, hein, j'entends. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent que leur métier soit utile et a un sens. Et finalement, le salaire devient secondaire. Alors quand on disait aux jeunes, faites un travail où vous gagnez beaucoup d'argent, puis ça, les jeunes, maintenant, certains, en tout cas, mettent ça de côté. C'est important, il faut vivre, mais cherchent à avoir du sens dans leur vie. Et notamment, le métier, on y passe 8 heures par jour, hein, un tiers de notre vie, elle passe plus ou moins au travail. Donc ça vaut peut-être la peine qu'on ait du sens, quoi. Et beaucoup de jeunes souhaitent avoir du sens dans leur vie. Alors, quel que soit le domaine, c'est pas forcément l'humanitaire, ça peut être l'écologie, hein, ça peut être lutter pour le climat, ça peut être lutter pour la justice sociale, ça peut être, il y a plein de combats, peu importe les combats, quoi. Même si c'est de l'art qui vous plaît, mais faites-le, quoi. Foncez, laissez-vous pas, j'entends, embrigader par les gens qui vous disent tout ce qui compte dans la vie, c'est l'argent. Parce que l'argent, vous aurez une super voiture, ça va peut-être être super pour draguer les nanas, mais j'entends, voilà, ça, il
y a des choses qui ont plus de valeur. Et avec le temps, avec l'âge, on se rend compte que voilà, ça valait la peine de le faire. Et puis pas de se perdre derrière des pubs qui vous vendent des faux paradis, quoi. Pour ma part, quel est le message le plus important que vous aimeriez transmettre au public concernant les dangers des mines antipersonnelles? Alors, je dirais, on a beaucoup mis l'emphase sur les victimes. C'est-à-dire, ben oui, c'est terrible. Quand un enfant marche sur une mine et qu'à l'âge de 6 ans, il n'a plus de jambes, c'est inadmissible. Mais il faut réaliser en fait que ce que vous voyez là, c'est que le sommet de l'iceberg, la pointe visible de l'iceberg. En fait, derrière ces atrocités, donc on parle de 2000 victimes par année, hein, donc ce qu'on appelle les victimes directes, et ben derrière, il y a des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions de gens qui souffrent de la présence de mines et on n'en parle pas assez. Ce sont des gens qui, par exemple, moi on a vu des camps de réfugiés en Irak, des camps de réfugiés à perte de vue, des tentes sous le soleil, des conditions terribles, parce qu'en fait ces gens, ils ne peuvent plus rentrer chez eux, parce qu'en fait leur ville a été détruite et les gens ont miné leur maison. Et donc s'il n'y avait pas de mine, ils rentreraient chez eux et ils reconstruisent, on enlève les briques et puis on refabrique les maisons, mais ils ne peuvent pas, parce que s'ils y retournent, ça explose. Vous avez parfois, il y a des cas très connus hein, de champs de mines en fait, qui bloquent l'accès à de l'eau potable. Vous mettez des mines aux abords d'une rivière, impossible d'utiliser la rivière, quoi. Et donc dans ce contexte, ben, les gens vont se rabattre, et ils doivent boire, ils se rabattent sur des sources d'eau de mauvaise qualité, et ils vont attraper des maladies. Et donc vous avez des gens qui ne vont pas mourir parce qu'ils ont marché sur une mine, mais ils vont mourir à cause des mines en attrapant la dengue, par exemple. C'est une maladie qui est dans l'eau, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi une chose. On a déminé, ça c'était en Angola, on a déminé les abords d'une école. 2 villages avaient construit une école au milieu pour réduire les frais, mais pour avoir une école. Et cette école était entourée de champs de mines. Donc les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Donc on a des problèmes d'éducation, des problèmes de formation, parce qu'en fait il y a des champs de mines. Donc les mines vont faire beaucoup plus de dégâts que ce qu'on voit. Donc c'est ça que je veux dire aux gens. N'oubliez pas que les mines, on ne parle pas de 2000 personnes, quoi. On dit le stress en Europe tue plus que les mines. Le stress fait plus de victimes que les mines. Je ne parle même pas du tabac ou autre, mais là c'est des victimes directes. On parle, sinon, en termes de victimes indirectes, on parle de centaines de milliers de personnes, de millions de personnes. D'accord. Quel est votre plus grand espoir pour l'avenir de l'humanité? Elle est belle cette question. Les jeunes. Les jeunes. Pour moi, le plus grand espoir, c'est vous, c'est l'éducation. C'est-à-dire, quand je dis l'éducation, c'est pas apprendre à écrire et à faire des additions, ça c'est bien, mais j'entends. Voilà. Maintenant, ce que j'entends par éducation, c'est que les jeunes prennent conscience du monde dans lequel ils vivent, et puis disent aux vieux cons, entrepreneurs, arrêtez de polluer notre terre, arrêtez de se foutre de notre gueule, et puis devenez pas comme eux, surtout. Ouais. Merci beaucoup. Ok, donc nous voudrions vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Donc nous avons pleinement apprécié cet échange. Merci d'avoir répondu à nos questions avec la plus grande attention et nous avons beaucoup appris sur vous, votre entreprise et vos missions. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites, vous êtes fantastique.